Un des grands plaisirs de l'amateur de films de science-fiction, c'est de découvrir un film dont il n'avait jamais entendu parler. Dans mon cas, je suis particulièrement friand de films qui viennent de coins complètement reculés de la planète ou, au moins, qui sont pas réputés pour leur production de films de genre. Puis notre film d'aujourd'hui, c'est un film comme ça. C'est un film dont moi-même, j'avais pas entendu parler avant il y a 2 semaines. Je l'ai écouté, j'ai adoré ça. Ce film-là, c'est War God de 1976. C'est une coproduction de la Thaïlande et de Hong Kong. C'est un film de kaiju et ça raconte l'histoire de Martiens qui débarquent sur la planète Terre, qui menacent de nous détruire si nous ne renonçons pas à notre programme nucléaire. L'humanité, en vérité, serait complètement condamnée à être anéantie. Mais heureusement, on a 3 figures qui vont s'opposer au plan diabolique de nos visiteurs d'une autre planète, à savoir la jeune fille en moto et ses amis motards, criminels. On a son frère à elle, qui est un savant à l'Institut scientifique pour l'étude de la science. Et on a surtout leur mononcle, je pense que c'est leur mononcle ou leur père. En tout cas, le vieux monsieur, le sculpteur qui travaille depuis des années à sa statue de Guan Yu, la figure légendaire, le héros légendaire, incarnation divinisée de la loyauté et de la justice. Le grand secret du film, c'est que la statue de Guan Yu, elle va prendre vie, elle va devenir géante et on va se trouver à avoir un combat contre les Martiens géants et ce Guan Yu géant qui connaît le Kung Fu. Mais est-ce que Guan Yu va réussir à triompher de cet envahisseur de l'espace et de ses plans génocidaires pour notre planète? Je vous le laisse deviner, mais la seule manière d'en être vraiment certain, c'est de regarder War God, ce que je vous recommande vigoureusement. Et sans plus tarder, pourquoi c'est bon? OK, bon, on va dire tout de suite, moi j'ai vraiment adoré ça. J'ai super gros aimé ce film-là, mais la copie que j'ai vue, c'est une copie pan and scan où est-ce qu'il manque les 2/3 de l'image, avec des sous-titres extrêmement approximatifs, donc on peut même pas lire au complet tellement il y a des bouts de l'image qui ont été choppés, comme on dit. Et ben, c'est ça, il y a quelqu'un qui a, un gars sur YouTube, dont le sobriquet est Overdue Video Rentals. Il y a un blog aussi que je vous encourage à visiter. Il a lui-même restauré les sous-titres. Il a mis beaucoup de travail là-dedans. Il a rendu un grand service à l'humanité avec ses sous-titres, mais là, voilà. Donc, j'ai pu regarder le film, mais la copie est nulle, et puis au niveau compétence, on est dans le bas, là, c'est ça. Bon. Je mentionne ça pour que vous sachiez de quel film il est question. C'est un film de série Z à l'extrême limite de l'incompétence, de la catégorie que j'appelle à peine un film. On est proche de la zone où est-ce que c'est tellement bâclé que ça pourrait se discuter dans certains milieux, à savoir si c'est réellement du cinéma. C'est à la frontière. Mais moi, je dis que c'en est du cinéma, puis je dis que c'est bon, puis que j'ai aimé ça, puis voici pourquoi. Voici enfin mes 3 raisons. La première, c'est les Martiens. Les Martiens ressemblent à un mélange entre le bonhomme Michelin, le bibendum Michelin, pour mes amis de l'Hexagone, que je salue au passage, et entre un mélange donc, de Monsieur Michelin et les Bubblemen, les mascottes de Love and Rockets. Ils ont aussi un petit côté Bumblebee Man dans les Simpsons, l'animateur d'émissions pour enfants mexicaines dans les Simpsons. Ben, ils ressemblent un peu à ça. Ils se promènent, ils ont des maillotches genre de criquets, puis c'est avec ça qu'ils détruisent les différents bâtiments de Hong Kong, et il déambule à peu près comme je suis en train de faire là. Puis ce à quoi il ressemble quand il marche, c'est un enfant de 4 ans qui imite John Travolta qui marche sur la Lune. J'ai l'air de rire du film, puis un petit peu, mais j'ai sincèrement adoré ça. Parce que c'est ultra psychotronique, mais ça a ce charme-là du psychotronique. Mes 3 points, en vérité, pourquoi c'est bon, c'est le même point. C'est 3 raisons pour lesquelles ça a ce charme psychotronique-là. C'est agréable et divertissant et détendant. Toujours dans la catégorie martien, on remarque que Mars, préoccupé pour la survie du cosmos, décide qu'ils vont détruire la Terre si
si celle-ci ne renonce pas aux armes nucléaires, mais elle envoie juste 3 Martiens. Puis à la fin, je vous le dis tout de suite, les gentils gagnent, pas pour vendre le punch, mais bon. Et il n'en envoie plus, là, c'est fini. Là. Je veux dire, Mars a envoyé ses 3 meilleurs soldats, ça n'a pas suffi, fait que finalement, ils décident qu'ils vont bien devoir s'habituer au fait que les terriens ont l'arme nucléaire. C'est ça, les Martiens sont cool. La deuxième raison, c'est Guan Yu. La raison d'écouter le film, fondamentalement, c'est pour voir un Guan Yu géant qui se bat contre des Martiens. C'est ça qu'on a là-dedans. Si c'était un film de loup-garou, on voudrait voir le loup-garou. Là, on a Guan Yu. Puis Guan Yu, c'est cool parce que moi, je suis un vieil... Tu sais, j'étais un gars qui a joué à beaucoup de jeux vidéo dans sa vie, puis j'ai une affection particulière pour la série Romance of the Three Kingdoms. Le vieux jeu sur Genesis dans le temps, le vieux wargame de Koei, là, pour ceux qui ont connu ça, là, une des meilleures expériences de jeux vidéo que j'ai eu dans ma vie. J'adore ce jeu-là. Puis c'est ça, il y a toute une longue série de Romance of the Three Kingdoms, basée sur des romans historiques fondateurs, en vérité, à beaucoup de points de vue, de la littérature chinoise, un document majeur, un pilier majeur de la littérature chinoise, la romance des Trois Royaumes. C'est ça, Guan Yu, c'est une des figures les plus importantes. C'est de loin mon personnage préféré. Il est ultra, ultra cool. Guan Yu, dans la culture chinoise, c'est un peu un mélange de roi Arthur, puis je suis quasiment tenté de dire de Jésus. Là. C'est une figure vraiment, vraiment importante. Moi, je ne sais pas c'est quoi toute l'ampleur de Guan Yu de leur culture, mais c'est quelqu'un, c'est pas n'importe qui. Puis c'est un personnage qui est très cool. Puis là-dedans, c'est ça, on a un Guan Yu géant. Il est tout habillé en vert, puis il a son arme, c'est une arme célèbre dans la culture chinoise. Il fait ses passes de kung-fu, là, puis c'est ça. Guan Yu géant, il est cool, il se bat contre des Martiens géants, il détruit Hong Kong. C'est cool. Puis la troisième raison pour laquelle c'est bon, puis là, c'est moins spécifique, mais c'est tout le côté... c'est un film qui a absolument aucun cynisme. Fait que ce à quoi vraiment ça m'a fait penser, c'est, si vous avez vu Be Kind, Rewind, je pense que c'est Michel Gondry, je ne suis pas certain, mais le film il y a une vingtaine d'années là, avec Jack Black, où on a 2 employés de club vidéo qui effacent toutes les VHS du club vidéo par accident. Ils remplacent les films eux-mêmes en tournant des versions hyper cheap des films eux-mêmes. Fait qu'ils font Robocop. Ils se font un costume en carton puis en papier d'aluminium, un costume de Robocop, puis ils font leur propre version de Robocop à 2, où est-ce qu'ils refont toutes les scènes tous les deux, là, les 2 employés. Puis au début, les clients viennent voir Jack Black et son copain pour lui dire hey, « c'est pas le film que j'ai loué ». Puis Jack Black, il dit « non, c'est la version suédoise. » Pour le marché suédois, ils traitent le film, un truc comme ça. Puis ce qui arrive dans Be Kind Rewind, c'est que le film est tellement candide et dénué de cynisme et habité par la joie profonde de celui ou celle qui aime le cinéma d'un amour véritable, que le public se met à faire la file pour louer la version suédoise, à tel point que quand ils ont le choix entre le Robocop d'origine avec Peter Weller, celui de Verhoeven, et la version suède, ils préfèrent la version suédoise. Notre film, War Gods, c'était un film comme ça. C'est un film, c'est comme la version suédoise d'un film de kaiju ou d'un film, c'est ça, compétent. Écoutez, là, il y a une séquence où est-ce que notre vieux pépère est en train de se promener partout avec sa statue de Guan Yu qui grandit magiquement, donc c'est ça pour affronter le mal, mais en règle générale, quand t'es pas en format super-héros, c'est juste une statue en bois, puis lui il se promène partout avec, puis ça fait 4 ans qu'il travaille sur sa statue, là. Travaille pas vite, le monsieur. Puis à un moment donné, il s'enfarge, il est dans des escaliers, puis il s'enfarge, puis la statue déboule dans les escaliers. Puis là, tu te dis, Chris, c'est l'escalier d'Odessa, ça. C'était repris par tout le monde, ça, l'escalier d'Odessa. Je pense que t'en récupérais Potemkin, là. C'est une des séquences du cinéma les plus célèbres. Là, la version d'origine, c'est il y a un escalier, puis il y a un landau avec un bébé dedans, puis il y a une émeute. La mère perd le contrôle du landau, puis le bébé va être propulsé dans les escaliers. Ça fait que là, c'est vraiment le gros drame. Mais ici, après, t'as un bébé dans les escaliers qui tombe. C'est la tête de la statue de Guan Yu. Ça fait qu'on n'est pas dans le même niveau de pathos, mais ils se sont quand même dit... J'ai pas mal l'impression que c'est délibéré. Ils se sont quand même dit, on va reprendre l'escalier d'Odessa. C'est cool, là. C'est niaiseux, j'en conviens. Puis, mais j'ai trouvé ça cool, tu sais. Puis les scientifiques,
Il n'y a personne d'impliqué dans la production qui a jamais vu de près ou de loin un vrai scientifique, je suis pas mal certain, basé sur ce qu'ils font dans le film. C'est absolument n'importe quoi. Ils sont 20 dans un laboratoire où est-ce qu'ils font des trucs. Ça fait plus scientifique que le savant dans Astro Zombie, là, mais c'est la coche à peine au-dessus. Mais ça les empêche pas d'inventer un rayon laser en 2 minutes, de se rendre compte qu'il fonctionne et de sortir 30 secondes plus tard pour tirer sur les martiens géants et de se rendre compte que malheureusement, le rayon laser n'a aucun effet sur les envahisseurs de l'espace. Puis toute la séquence de rayon laser, tout ça, ça dure peut-être 5 minutes dans le film. Puis ça n'a aucun rapport, mais c'est charmant. Puis ultimement, c'est ça. Bon, je regardais une entrevue avec un ancien membre des Triades, n'est-ce pas, les fameux criminels, les crimes organisés chinois. Puis le gars, il venait de Hong Kong, justement, à l'origine, puis il disait « Ne vous trompez pas, tout le cinéma de Hong Kong est complètement contrôlé, là, à 100% par les Triades. C'est une entreprise criminelle, en vérité, ça l'était certainement à l'époque. Aujourd'hui, ça a changé, depuis que Hong Kong est revenu avec la Chine, mais à l'époque, certainement, quand on regarde un film de Hong Kong, on regarde un film de mafieux. C'est produit par les Triades. Fait que je prétends pas là, que tout ce qui est impliqué dans la production du film l'a été avec un cœur pur, n'est-ce pas? Il vient de gens qui sont bien intentionnés avec un cœur pur. Mais quand tu regardes le film, c'est ça que tu vois le cœur pur. Puis peut-être que je suis naïf, mais moi j'aime ça. Puis la troisième raison, c'est ça. C'est comme je disais là, c'est comme une version suédoise dans Be Kind Rewind là, de Godzilla, puis de tout ce que vous voulez, puis c'est bon, tu sais, puis moi j'aime ça. Ça fait que nos 3 raisons, c'est ça. On a des martiens géants, on a un Guan Yu géant, puis on a un paquet de situations candides qui font du bien, certainement sur le spectateur. Je suis pas blasé, mais ça m'a fait du bien de regarder le film, j'ai aimé ça. En plus, j'étais avec un très bon copain à moi, là, c'est le fun, j'ai aimé ça. Puis ma petite réflexion, il y aurait eu quelques pistes de réflexion dans le film, du style la science versus la religion. Là, clairement, c'est un des messages du film, là, que finalement la tradition, la tradition est plus importante que le progrès, de toute manière, ou la relation entre les deux. C'est ça, la science ne supplante pas l'importance de croire au Dieu, n'est-ce pas? Ce genre de... Fait que bon, puis on aurait pu aller dans cette direction-là. C'est certainement, comme je dis, là, le message plus ou moins du film. Ben, quand j'y ai pensé, moi, ce que j'ai trouvé plus intéressant, c'est pourquoi est-ce que souvent on est gêné de dire qu'est-ce qu'on aime? Puis, juste pour être pompeux et présomptueux, je me suis dit que je pouvais carrément ça rapprocher... je pouvais carrément rapprocher ça de mon fameux processus d'individuation jungienne, là. Ça fait que pourquoi pas? Hein? Parce que je pense que légitimement et bonne foi, c'est moins tiré par les cheveux comme rapprochement qu'on pourrait croire à l'origine. Partons du principe que, si vous êtes d'accord avec moi, des films comme ça, on n'est pas supposé aimer ça. On a le droit de dire qu'on trouve ça niaiseux, on a le droit de dire qu'on rit du film, mais c'est beaucoup moins bien vu de dire qu'on aime ça au premier degré. T'sais, c'est comme, mettons, dire, je sais pas moi, Céline Dion ou un artiste... imaginez l'artiste le plus quétaine, là, le plus, tu sais, les Bee Gees. Mais le fait est que les Bee Gees, c'est super bon. Tu sais, ou ABBA. Tu sais, ABBA, ça a un côté hyper quétaine. Chris, moi, j'adore ça. Ça me fait du bien d'écouter ça. Tu sais, puis on écoute de la musique du King Crimson, puis tout ça, mais Robert Fripp de King Crimson, lui, adore ABBA, il le dit aussi. Mais voyez-vous, ma question est, pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous, y compris moi, ça m'est arrivé très, très, très souvent, pourquoi sommes-nous si gênés de dire qu'on aime des trucs qui sont considérés comme quétaines ou de mauvais goût? Ben, c'est très simple. On a peur de le dire parce que on se sent en danger si on le dit. Carrément. Autrement, si on ne se sentait pas en danger, si on n'avait pas peur, ben on ferait juste le dire. Donc, on se sent vulnérable si on dit qu'on aime ce genre de trucs-là. Puis pourquoi? Parce qu'on a la crainte du ridicule. Puis pourquoi est-ce qu'on a la crainte du ridicule? Parce que l'être humain est un animal social, et s'il est ridiculisé, okay, il va être soit exclu du groupe,
soit relégué vraiment au plus bas rayon, au rang de la gang qui domine puis la gang qui écrase essentiellement. Puis tout ça, si j'étais un zoologue ou un biologiste qui étudiait l'Homo sapiens, l'animal Homo sapiens, puis qui regardait les mœurs de cet étrange animal, ben moi, ça m'intéresserait comme comportement. Donc, c'est ça, en termes de troupeau, si on veut, ben c'est ça. On a tendance à vouloir créer des groupes, des rapports de domination, puis des groupes qui se dominent. Puis il est meilleur d'être le dominant que le dominé dans ces structures-là. Okay? C'est plus confortable, c'est plus agréable, c'est plus... Bon, on n'est pas tout le temps en train de se faire taper dessus déjà. Mais intéressant aussi, il est préférable d'être le dominé que d'être complètement exclu. Puis tout ça, c'est absolument fascinant, mais je soumettrais humblement que tout ça, c'est aussi profondément malsain. Puis peut-être qu'au niveau biologique, ou je ne sais pas trop quoi, au niveau de, c'est ça, comment l'animal fonctionne, peut-être que dans la jungle, quand on n'avait pas de génie, ça avait son utilité, mais là, à notre époque, c'est pas terrible, honnêtement. Puis je pense, moi, que mon impression, c'est que cette tendance-là qu'on a, elle est ancrée très profondément, puis la plupart du temps, on ne se rend pas compte qu'on est en train de se soumettre à ce genre d'impératifs, à mon avis, possiblement biologiques, là, finalement. Cette honte-là, puis cette terreur-là qu'on ressent, puis c'est la honte et la terreur qu'on ressent quand on est dans une situation où on se dit « j'ai le choix entre être moi-même ou pas l'être », puis où est-ce qu'on se dit que être soi-même est un danger. On a 3 réactions possibles face à cette terreur fondamentale-là qu'on est susceptible de ressentir peut-être même plusieurs fois par jour, là, quand on a le choix entre être soi-même ou pas l'être, puis qu'on a peur de l'être. 3 réactions, donc. La première, c'est d'accepter de jouer ce jeu-là, OK? Puis de succomber à la peur, essentiellement. Puis intéressant, soit en se ralliant à l'opinion courante, en disant « oui, ce film-là est pourri, je suis d'accord que c'est pourri, OK, non, j'aime pas ça. » Ça, c'est la position du dominé, OK? Mais le dominant aussi, moi, je pense que c'est ça qu'il est en train de faire, OK? Parce que lui, qu'est-ce qu'il en pense réellement du film? Je pense que c'est secondaire, OK? Puis je pense que peut-être qu'il se convainc lui-même qu'il déteste ça. Mais je pense que réellement, ce que le dominant qui est en train de dire « comment oses-tu aimer tel truc? » là, c'est pour faire court, là. Ben, c'est pas le film en tant que tel ou le ridicule du film qui le préoccupe. Okay? C'est le fait de pouvoir dominer quelqu'un en lui disant qu'il n'a pas l'opinion qu'il est supposé avoir. Il n'a pas l'opinion socialement acceptable. N'est-ce pas? Fait que lui non plus n'est pas en train d'être lui-même en vérité. Il est en train de faire semblant d'avoir une opinion sur le film, mais entièrement basée sur le rôle qu'il choisit de jouer dans le rapport de domination. Donc ça serait l'option que j'appellerais la lâcheté, okay? Qui est de dire, je ne vais pas avoir le courage d'être sincère par rapport à ce que je ressens réellement par rapport à la situation, puis je vais juste me cantonner au rôle social, OK? Soit en me laissant dominer, soit en étant celui qui domine, mais dans les 2 cas, en ignorant ce que je ressens profondément. La lâcheté, première approche. La deuxième, c'est le cynisme. Puis le cynisme, ça a l'air d'être un refus de la première option, parce qu'on dit « Ah, ouais, c'est bien l'être humain est pourri, l'homme est un loup pour l'homme, voyez, là, cette personne qui domine l'autre, c'est absolument épouvantable. » Mon impression, j'aurais besoin d'y réfléchir plus, je vous l'avoue, mais mon impression, c'est que c'est encore une forme de lâcheté, en fait, le cynisme, parce que c'est une manière de se protéger. C'est une manière de dire, ça me fait de la peine de voir ça, mais je vais être au-dessus de ça. Je vais mépriser, je vais recouvrir la douleur que je ressens par un épais vernis de mépris, okay, par rapport à l'humanité, en l'occurrence. Puis cette position-là, elle est extrêmement, non seulement répandue dans la sphère médiatique et sociale, mais valorisée. Les critiques à la télé ou dans les journaux, c'est beaucoup ça. C'est un
c'est une grosse partie de ce qu'ils font, en vérité. Une partie du rôle qu'ils jouent à la télé ou dans les... C'est ça, de dire que ils sont meilleurs que tout le monde, ils sont intellectuellement supérieurs, etc. Et donc, ils ont le droit de mépriser les gens, de mépriser telle œuvre. On en parlait récemment quand on parlait du prix du danger. Disons que je perçois ça assez fréquemment chez un certain type d'animateur télé ou d'invité à la télé. Là. C'est facile de mépriser les gens. Ça prend aucun effort. Non seulement c'est facile, mais en plus, jusqu'à un certain point, c'est mérité, là, c'est justifié. Okay. Parce que je veux dire par là, c'est que la bêtise au niveau de la race humaine, peut-être que comme moi, vous trouverez qu'il y en a peut-être un petit peu plus que ce qu'on voudrait qu'il y ait. C'est peut-être un peu plus répandu que ce qui serait souhaitable, n'est-ce pas? Puis de la mauvaise volonté ou de la malhonnêteté intellectuelle dans les milieux politiques, économiques, sociaux, etc., il y en a peut-être un petit peu aussi. C'est peut-être même endémique, pandémique, tout ce que vous voulez. Là. Donc, c'est ça, des raisons de dire que tout est pourri. Il y en a. OK, puis je pense même que probablement que c'est... honnêtement, c'est pire que ce qu'on dit. Là. C'est une civilisation sur le bord de l'effondrement. Il n'y a plus rien qui tient. Ça tient avec des chewing-gums. Okay? Mais même à ça, j'ai souvent l'impression que les gens utilisent le cynisme pour se rassurer. Ils disent « Ah oui, les êtres humains sont pourris, on le sait bien, là. » Puis moi, ce que je perçois là-dedans, comme je le mentionnais, c'est un chagrin puis une douleur que je comprends. Mais c'est aussi une manière de se distancer, de ne pas la ressentir puis de ne pas être présent à ça. Fait que moi, honnêtement, je mets ça, le cynisme puis la lâcheté, je pense que c'est deux versants de la même médaille, en vérité. L'un est le reflet de l'autre. Puis la troisième réponse, ben, c'est juste la candeur. Puis c'est juste dire, ben, c'est ça, moi, je la vois, la game, mais faites comme vous voulez. Moi, je l'ai aimé, le film. J'ai aimé ça. Puis c'est tout. Puis le rapprochement avec le phénomène d'individuation de Jung, c'est qu'à beaucoup de points de vue, c'est rien que ça que c'est. D'une certaine manière. Mais... le prix à payer pour ça, c'est une effroyable solitude que peut-être que vous avez déjà ressentie. Et malgré tout, je suis tenté de dire que la vie est merveilleuse, puis qu'on en profite vraiment seulement à partir du moment où on s'est libéré de cette crainte-là de dire réellement qui on est, ou juste d'exprimer qui on est réellement. Alors voilà, c'était ça pour ma réflexion cette semaine. La recommandation. Qu'est-ce que c'est? C'est le Seigneur des Anneaux, mais attention, pas n'importe quel Seigneur des Anneaux. C'est la version finlandaise, la télésérie finlandaise de 1993. Hobbit, ils ont appelé ça. C'est une adaptation parfois éloigné, mais plutôt fidèle du Seigneur des Anneaux, mais compté entièrement du point de vue des Hobbits. Alors, je vais vous le dire tout de suite, il y a 9 parties. À date, j'en ai écouté qu'une seule. C'est la première fois qu'il y a un truc que j'ai pas vu au complet, là, dont je parle sur la chaîne ici, mais c'est excellent. C'est super, super bon. Puis, c'est une réponse à la question, comment est-ce que tu fais pour tourner quelque chose comme le Seigneur des Anneaux quand t'as... rien. T'as rien, là. Ils n'ont pas de budget, là. Bon, mais ils avaient des bons acteurs. Apparemment, c'était une pièce de théâtre à l'origine. Et ils avaient énormément de cœur et de bonne volonté et un souci d'être fidèle à l'esprit du bouquin. Le premier épisode, en vérité, c'est un prologue. Donc, en fait, c'est la partie de Bilbo le Hobbit où est-ce que Bilbo trouve l'anneau dans la caverne de Gollum, puis là, il y a les énigmes. Là. Puis c'est l'épisode entre Bilbo et Gollum dans Bilbo. Puis il y a aussi l'affrontement entre Déagol et Sméagol, quand Sméagol bute Déagol pour obtenir l'anneau, et puis devient Gollum essentiellement. Donc c'est ça. Le premier épisode, c'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé très réussi, en quelque part, c'est... la tristesse de Tolkien qui transparaît là-dedans. Puis c'est un élément qui n'est pas hyper évident au début. Tu sais, comme lecteur de Tolkien, quand on lit Bilbo, c'est pas ça le ton, c'est un livre pour enfants. Bon. Dans Le Seigneur des Anneaux, la tristesse est perceptible tout le long, mais on peut la manquer si on ne prête pas attention. C'est perceptible quand Aragorn parle là, des amours de l'Étienne, puis je les oublie, là, mais la princesse elfe, puis le roi
humains, là, puis leurs amours impossibles, puis tout ça, là. Bon, puis bon. Fait que ça, il y a beaucoup, beaucoup de tristesse dans la saga, mais quand on lit le Silmarillion, que si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande, puis si vous l'avez lu, peut-être comme moi, que vous avez adoré ça, là, c'est un peu dur à lire, mais c'est formidable, mais le truc vraiment qui rend ça... honnêtement, par moments difficile à lire, c'est pas tant la difficulté du langage qu'à quel point c'est profondément, profondément triste, là. Ça fait partie de l'essence de ce que Tolkien fait comme artiste, là, comme auteur, d'inclure cette... Voilà. Mélange d'optimisme et d'une profonde tristesse, puis la série Hobbitite le fait. C'est un vieux monsieur, je vais finir là-dessus, mais c'est un vieux monsieur qui raconte à des jeunes enfants l'histoire du Hobbit, OK? Donc, c'est ça. Un vieux hobbit qui raconte à de jeunes hobbits l'histoire. Pour la dernière fois, il raconte l'histoire. Fait il y a le côté... On voit le film, on voit l'histoire à travers le point de vue de jeunes enfants qui entendent l'histoire pour la première fois. Fait que ça nous met un peu dans la peau de ces enfants-là. Puis ça nous permet de regarder, d'entendre cette histoire-là nous-mêmes comme des enfants qui l'entendraient pour la première fois. Puis finalement, ça marche très, 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 très bien. Puis le gars qui fait Gollum, il fait complètement d'autre chose qu'Andy Serkis, mais... je trouve qu'il est très... il fait un très bon boulot. Alors, si vous avez le choix entre les deux, entre War God ou Hobbitite, honnêtement, moi, je l'écouterais plutôt Hobbitite parce qu'au niveau artistique, c'est plus réussi. Mais si vous avez été kidnappé par des Martiens puis que la seule chose que vous avez à regarder dans votre soucoupe volante, c'est War God, ben... vous allez passer un bon moment, là. Puis pourquoi? Ben parce que les Martiens sont cool, parce que Guan Yu, il est cool, puis parce que tout le film, finalement, est sincère et rempli de bonne volonté.